Bienvenue Sylvain Laberge chez Inversio. En fait, j'aimerais ça qu'on commence un petit peu par t'es qui? Je suis qui? Un petit peu ton background, où tu as commencé, puis nous amener à ton projet en ce moment, 1844. Je ne remonterai pas 50 ans en arrière. Mettons, des 25 dernières années, j'ai fait des relations d'investisseurs pour une multitude de compagnies dans le secteur minier, secteur du pétrole, secteur des biopharma. Aller de 2000 à 2007, je travaillais pour une entreprise qui s'appelait Renmark. J'ai parti ma propre entreprise en 2007, fait des relations d'investisseurs pour encore plusieurs compagnies, jusqu'en 2012 où nous avons mis la compagnie 1844 publique sur le marché du TSX Venture. J'étais à ce moment-là consultant pour les relations d'investisseurs, développement des affaires. On a travaillé là-dessus. J'ai travaillé à l'élaboration du site web, l'élaboration des logos, la nouvelle mise en marché pour le marketing au niveau de la compagnie. Puis en 2013, l'actionnaire majoritaire m'a demandé de prendre la position de président pour l'entreprise, ce que j'ai fait. Et à partir de là, on a commencé la compagnie. Au début, s'appelait Gaspeg Copper. On a changé de nom en cours de route à Gaspeg Ressources. Puis aujourd'hui, on est rendu à 1844 Ressources. Puis en gros, mon background, c'est surtout communication, finance. OK. Puis, fait que là, si je comprends bien, 1844, c'est comme pas... C'est pas ton bébé, mais c'est comme l'orphelin que tu as adopté, puis tranquillement, tu l'as transformé en 1844. Oui. Ben c'était, à la base, c'était un challenge. C'était la première compagnie que je participais à mettre publique, de zéro, de compagnie privée jusqu'à l'étape du IPO. Pendant cette période-là, c'est sûr que j'ai aidé la compagnie. J'ai emmené des fonds. J'ai emmené des fonds du Québec qui ont mis de l'argent. On a eu une participation avec certains courtiers. Puis ça m'a permis d'élargir un peu mon barème là, de relations d'investisseurs à développement des affaires beaucoup plus large à ce moment-là. De là, on a... quand on m'a offert fin 2012 pour prendre la présidence, je l'ai calculé comme un nouveau challenge. Parce que moi, premièrement, la Gaspésie, je trouvais que c'était un endroit propice à faire des nouvelles découvertes. J'ai une partie de moi-même vient de la Gaspésie. Ma mère est native de la vallée de la Matapédia en Gaspésie. Fait que pour moi, de redonner peut-être... un peu économiquement, quelque chose de ce côté-là, mais j'ai décidé de relever le défi aussi. L'autre chose qui m'intéressait, c'était une compagnie qu'on faisait une concentration sur le cuivre. Puis je voyais qu'il y avait une possibilité dans le futur énorme pour le cuivre. Fait que, je veux juste être sûr, fait que, il y a quand même une concentration forte de cuivre en Gaspésie, dans le... Oui, une concentration forte. Connue, il y a eu la mine de Murdochville, l'ancienne Gaspé Copper Mine qui appartenait à Noranda, qui a été en opération de 1954 à 1959, qui était considérée comme la plus grosse mine de cuivre en Amérique du Nord. Okay. Elle a produit 141 millions de tonnes à du 0,85 % de cuivre. Pour les gens, 0,85, souvent j'entends ce commentaire-là, en bas de 1 %, c'est-tu économique? Faut penser qu'en ce moment, au Chili, on produit à du 0,32. Okay. Fait que t'as la concentration en bas de 1 %, c'est encore économique. C'est pas quelque chose qui ne l'est pas. C'est sûr que si on s'en va dans des zones à 600 mètres de profondeur, oui, ça serait peut-être pas économique. Là, à ce moment-là, on parle de 2 à 3 %, mais en surface, une mine à 0,32, c'est encore possible. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y a eu d'autres mines. Il y a eu Mine Madeleine qui a produit 8 millions de tonnes. Il y a eu une autre mine dans le plomb
du côté de la mine, on l'appelle la mine fédérale, sur le Dôme Le Mieux, qui était en production pendant les 2 guerres mondiales pour justement la récupération du plomb pour l'armement. Il y a eu quelques petites opérations, mais il n'y a jamais eu de grandes campagnes d'exploration à travers la péninsule. Il faut dire que les technologies ont énormément changé. Si on parle quand Murdochville a fermé en 99, c'est pas parce qu'il n'y avait plus de minerais, c'est parce qu'il y avait des conditions qui ont fait que ça l'a fermé. On parle d'un prix de cuivre à 60 sous. On parle d'un moulin qui avait 45 ans, qui devait être reconditionné ou échangé. Puis on parle d'une compagnie qui était en problème à ce moment-là, qui était la compagnie Noranda. En 99, elle a été vendue à la compagnie Falconbridge. Falconbridge ont vendu leur asset à Extrata. Puis de Extrata, ça a été vendu à Glencore. Est-ce qu'il y a encore des possibilités à Murdochville? D'après les documents du gouvernement, il resterait 250 millions de tonnes dans le sol. Fait que ça pourrait être une opération viable. Moi, j'ai déjà approché dans le temps Extrata pour voir jusqu'à quel point on pourrait peut-être travailler quelque chose. C'est sûr que quand tu arrives vis-à-vis un Titanic genre Glencore ou Extrata dans le temps, c'est sûr que tu te fais regarder un petit peu de côté parce que dans ce temps-là, on avait un stock à 10 sous. Fait que faire l'acquisition d'une mine, c'était quasiment pas pensable, surtout dans la période qu'on était. Mais il y a encore des possibilités qu'il y ait des gens qui seraient peut-être intéressés à ramasser la mine de Murdochville. À ce moment-là, ça donnerait énormément de visibilité à la Gaspésie. De un. De deux, ben, ça augmenterait probablement les compagnies à venir faire de l'exploration en même temps que nous autres. C'est dans notre secteur. Moi, je ne considère pas mon voisin comme un compétiteur. Je considère mon voisin comme une opportunité de pouvoir avancer plus vite. Parce que si lui fait une découverte, puis moi, je suis sur un bon projet, à ce moment-là, ça va être plus facile d'aller lever de l'argent pour nous, pour continuer à travailler sur nos propriétés. Sa découverte peut nous aider à en faire une, nous aussi, comme nous autres, on peut en faire une, puis notre voisin va en profiter dans le même sens. C'est pas la compétition comme dans l'industrie, c'est de la collaboration. Je collabore, on a d'autres joueurs qui sont avec nous en Gaspésie, puis on se parle régulièrement. Là. C'est pas quelque chose dont on se cache pas. Là. On n'a pas de secret industriel. Et puis, si je peux faire, j'imagine que le nom 1844, ça joue avec la découverte, les premières découvertes, non? 1844, c'est... je vais vous donner un peu l'historique des noms, là. On a appelé la compagnie Gaspeg Copper au début parce qu'on voulait représenter la Gaspésie. Comme la mine s'appelait Gaspé Copper Mine, puis que le nom appartenait encore à Extrata dans le temps, on a décidé d'appeler ça Gaspeg Copper. Le nom Gaspeg, c'est en autochtone, c'est en Micmac. Puis c'était en même temps pour faire un petit clin d'œil aux amis des Premières Nations sur la péninsule. Ensuite, on a changé le nom, on a enlevé Copper parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on était dans une période où le cuivre n'avait aucun intérêt dans le marché. On a aussi regardé pour un projet aurifère, fait qu'on voyait plus la pertinence d'avoir le Copper là, on l'a retiré. Puis, par respect pour les Autochtones, il y a 2 ans, on a décidé d'enlever le nom Gaspeg parce qu'il y a une communauté autochtone qui s'appelle Gaspeg. Fait que par respect pour eux autres, on a enlevé le nom. On a décidé de prendre 1844. 1844, c'est que l'Institut de géologie canadienne a été fondé en 1843 par Sir Edmund Logan. D'ailleurs, il y a un mont en Gaspésie qui s'appelle le mont Logan. Puis Sir Edmund Logan a fait sa première interprétation et son premier rapport géologique pour l'Institut
Il l'a déposé en 1844 et c'était sur la Gaspésie. Ah, c'est cool, Fait que c'est de là que ça part. Puis, à part, je sais que 1844, à part le projet que vous avez en Gaspésie, aussi, vous avez un projet à Chibougamau. Non, on n'a plus de projet à Chibougamau. C'est un projet qu'on avait de l'intérêt avec un autochtone de Chibougamau. Malheureusement, les claims ne sont plus à nous. On les a laissés aller. On est allé travailler. C'est pas un secteur, mes consultants en géologie sont plus des experts du côté de la Gaspésie. Fait que comme c'était pas un secteur primaire pour nous, on a décidé de continuer à se concentrer sur la Gaspésie. Puis surtout qu'on a un projet qui est de grande envergure. Fait qu'à ce moment-là, non, on l'aura plus, le projet à Chibougamau. Est-ce que je crois encore à Chibougamau? Je peux vous dire que oui, effectivement. Puis je pense que ce que je voyais en 2019, bien aujourd'hui, si on regarde la carte des claims dans la région de Chibougamau, il n'y a plus grand place pour jalonner des nouveaux emplacements. Les gens ont réalisé là, que c'était un secteur très, très propice pour le cuivre. OK. Puis, toujours dans des projets, parce que c'est vraiment la spécialité, vraiment, c'est le cuivre. C'est là où vous en allez. Puis là, aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce que tu penses? Le cuivre, c'est-tu encore très relatif? C'est-tu une... Moi, je sais, mais tu sais... Pour les auditeurs... Le cuivre, c'est le troisième métal le plus utilisé à travers le monde. C'est souvent quand on fait des conférences ou qu'on parle à des investisseurs, la question est toujours là, ouais, mais même aujourd'hui, on ne bâtit plus des maisons avec des tuyaux de cuivre. Si c'était juste ça, c'est pas si pire, mais il faut penser le cuivre, c'est un antibactérien. Le cuivre, c'est un métal qui est très conducteur. Il est utilisé autant au niveau de l'électricité, il est utilisé autant maintenant au niveau médical. Il y a certaines salles d'opération aujourd'hui qui passent du stainless steel au cuivre pour justement, parce que c'est un antibactérien, ça tue les bactéries sur contact. C'est quelque chose qui est utilisé partout. Juste pour donner un exemple, on parle beaucoup d'électrification. On voit de plus en plus ce qui se passe en ce moment au niveau des ventes automobiles dans la région du Québec. Les ventes automobiles électriques sont en furie en ce moment. Si on regarde justement, hier, j'étais chez mon concessionnaire, puis il me disait que la voiture électrique qu'eux autres vendent, ils ont livraison 2 ans. Okay. Fait que c'est... le mois passé, ils en ont vendu comme 150. Fait que c'est réellement, là, la demande s'en va là. Puis de plus en plus, pas juste dans le secteur de l'automobile, ça va aller aussi au niveau des éoliennes, autant sur terre ou sur offshore. Ça va aller aussi au niveau des panneaux solaires. Faut penser, on parle souvent des métaux stratégiques, on parle de graphite, on parle de métaux rares, on parle de lithium. Mais ce qui connecte tout ensemble, c'est le cuivre. C'est le plus grand conducteur. C'est le plus grand conducteur. Puis si vous bâtissez une voiture style 4 roues avec 2 moteurs, il faut calculer que le bobinage à l'intérieur des moteurs, c'est du cuivre. Les harnais qui connectent tout, c'est du cuivre. Si on donne un exemple, là, une voiture standard, grosseur familiale, un compact. Okay. C'est 30 kg de cuivre. Si on prend une voiture électrique de la même grosseur, la même chose, on parle de 95 kg de cuivre. Fait que là, c'est une grosse différence, là. Puis ça, on ne parle même pas des autobus encore. Là. On peut parler de Lion, qui est ici au Québec, mais qui commence à vendre les autobus à travers la planète. Mais là, à ce moment-là, on parle de quasiment 816 livres de cuivre par autobus. C'est énorme. C'est quand même fou. Quand on pense, il y a beaucoup de... Autant que monsieur, madame, tout le monde, on se promène,
puis on voit pas Non. ça, mais c'est tout autour de nous, mais on le voit pas. Sauf quand tu mets, un morceau d'équipement comme une vieille laveuse, une vieille sécheuse sur le bord de la route, elle va disparaître parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui va ramasser le matériel pour l'envoyer à une usine de recyclage, une fonderie. Moi, je le vois, j'ai l'opportunité dans mes bureaux, de l'autre côté de la rue, j'en ai un recycleur de métal. Puis continuellement, là, je vois des gens là, qui font des démolitions de construction, ils viennent du filage, des harnais, des vieux tuyaux de cuivre, du métal aussi, là. Mais mais il y a une très minime partie qui est recyclée comparativement à ce qui est la demande. L'autre aspect aussi du cuivre, c'est que durant les 10 dernières années, quand on a eu un prix de cuivre à 1,99 à aller jusqu'à 2,25 pendant 10 ans de temps, ce qui est arrivé, c'est que les mines qui étaient en production, pour venir à bout d'être rentables et d'être viables, ont produit leurs secteurs les plus riches. Aujourd'hui, ça apporte que les zones où les grades de cuivre ont énormément baissé. Dans les conférences qu'on allait en 2013, les conférenciers nous disaient, oui, le cuivre va s'en aller en descendant, les grades vont aller à 0,62 en 2021. Bien, en 2021, on était déjà rendu à 0,32. Il n'y a pas eu de découverte majeure, ou s'il y a eu des découvertes majeures, c'était dans des secteurs géopolitiquement à problème. Fait que dans des zones propices ou des zones, ce qu'on appelle mining friendly, comme le Québec, il n'y a pas eu de découverte majeure. Y a-t-il pas eu de découverte majeure à cause qu'il n'y a pas eu d'exploration assez poussée ou... Mais les argents n'étaient pas là pour les explorateurs. Ah, OK. Bon. Moi, on le vit, puis souvent les gens disent « Ouais, mais les majeurs, ils font quoi? » Souvent, les majeurs sont en production. Mm-hmm. Ce qu'ils vont faire, c'est continuer à opérer leurs mines et à essayer d'agrandir ce qu'ils ont sur leur propre mine. Quand tu arrives à l'exploration, ce que moi j'appelle la recherche et le développement, la recherche et le développement de nouveaux gisements, c'est réellement mis dans les mains des juniors qui vont aller sur le terrain, qui vont faire l'exploration, qui vont travailler pour trouver des nouveaux gisements. Quand on a, mettons qu'on fait une découverte majeure, mais là, à ce moment-là, on va avancer dans le temps, puis probablement qu'il y a une majeure qui va arriver puis va dire « Bien, on est intéressé dans ton projet ». C'est de même que les compagnies majeures opèrent pour aller chercher, augmenter leurs ressources en tant que telles. Puis comme je dis, dans les 10 dernières années, l'argent n'était pas là. Puis on est plusieurs. Si je regarde le nombre de compagnies qu'il y a sur le marché, on a survécu, on est passé à travers. Là, on rentre dans une période où ça devient de plus en plus intéressant. Je regardais le prix du cuivre ce matin, il y a 4,72. C'est très intéressant à ce niveau-là. Où ce qui va aller, ça, j'ai pas de boule de cristal. Mais les grands analystes de ce monde parlent d'un prix du cuivre avant la fin de 2022 entre 6 et 6,50. Bien, ça j'aurais tendance à être d'accord parce que là, on est comme dans une espèce de ruée vers les ressources naturelles parce que, comme on vient juste de dire, monsieur, madame, tout le monde ne le réalise pas, mais toutes nos patentes, de notre auto à notre téléphone, à nos maisons, c'est tout bâti sur des ressources naturelles, dont le cuivre. Mais moi, je veux juste toucher rapidement sur comment on pourrait déterminer un bon penny stock. Puis pourquoi que certaines personnes disent, un penny stock, c'est comme acheter un billet de loto. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Non. Mais comment tu fais pour déterminer, comme là, en ce moment, 18,44, c'est pas une insulte de dire que c'est un penny stock. C'est un penny stock.
Premièrement, c'est pas d'acheter un billet de loterie. Moi, ça fait 30 quelques années que je fais de l'investissement. Des billets de loterie, là, des oui-dire ou des achète celui-là parce que ça s'en va à tel prix, là, j'ai un peu de misère avec ça. Un bon penny stock, premièrement, c'est faut faire ses recherches. T'achètes le management. Est-ce que le management qui est là est impliqué? Est-ce que ces gens-là ils sont dévoués à leur propriété, ils sont dévoués à ce qu'ils font présentement? C'est comme n'importe quelle autre compagnie, n'importe quelle autre start-up. C'est comme n'importe quel team de sport. C'est comme n'importe quel team de sport. C'est comment les gens sont dévoués à ce qu'ils font. Ça, c'est un. Deux, c'est de regarder l'actionnariat. Qui détient quoi et qui a de la compagnie dans ses portefeuilles. Après ça, tu regardes les projets. Faut comprendre que si tu as des projets, que tu as un claim ou deux claims, puis que ça n'a pas l'air d'aller nulle part, bien, ça, faut que tu le prennes en considération. Si tu vois que le gars il a un bon portefeuille de propriété, il y a énormément de possibilités. Il est dans un secteur où il y a déjà eu des mines, il est dans un secteur où il y a déjà eu de l'activité. Là, en ce moment-là, ça devient de plus en plus intéressant. Est-ce qu'il y a déjà eu des découvertes dans cette compagnie-là? Moi, dans mon cas, je peux vous dire, on a eu une découverte en 2012, sauf qu'elle est passée comme inaperçue à cause que le prix du cuivre est tombé. Mais on a fait une découverte en 2012 en Gaspésie. Puis là, ben, c'est de travailler, puis probablement essayer d'aller travailler sur cette propriété-là en fin d'année, cette année, pour essayer de voir s'il y a une continuité à les découvertes. Pas parce qu'une compagnie a eu une découverte, ça veut dire que ça va devenir un dépôt. Il faut faire attention. Souvent, j'entends ça, une découverte majeure, mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu une découverte majeure sur un trou de forage que ça va devenir une mine, mais ça veut dire que l'histoire commence à être bonne. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que tu fais allusion à le concept de succès géologique versus succès commercial. C'est ça. On peut avoir un succès géologique, ça veut dire, oui, on a prouvé que le métaux ou la ressource est là, mais on n'est pas encore rendu à l'étape que la phase 1 est fiable. Si on fait un comparatif avec le domaine du biotech, ce que j'ai toujours fait, c'est que quand tu viens de faire la découverte, c'est que tu as fini ta recherche et développement, tu viens de tomber en phase 1. Ta découverte est faite, là, il faut t'élaborer. Ouais. Tu sais, si tu es dans biotech, tu as fait ta recherche et développement, paf, tu as une nouvelle peptide pour le cancer de ABC. Là, ben, tu as trouvé une nouvelle peptide, mais là, il faut que tu continues à la développer pour être capable de passer à la phase 2. Ben, c'est le même principe pour nous autres. C'est de passer de la découverte à l'élaborer pour l'emmener en phase 2, c'est-à-dire à une évaluation des ressources, à ce qu'on appelle un PEA, une étude de faisabilité. Là, tu passes en phase 2. Puis, le même principe en biotech, quand tu passes en phase 2, tu commences à titiller certaines personnes. Ça veut dire que tu as des majeurs qui vont commencer à regarder ce que tu es après faire parce que là, ils commencent à trouver que c'est intéressant. Là, tu as la prochaine étape quand tu passes en phase 3, c'est-à-dire là, tu fais les études environnementales, les études de mise en production, comme dans le secteur des biotech, où ce que tu vas passer de l'étude au niveau des... voyons. Des phases de test. Des phases de test avec des patients. C'est le même principe. Puis après ça, ben, c'est le choix de certaines petites entreprises qui vont mettre en production. Puis nous autres, c'est la même chose. C'est dans notre secteur aussi, ça va être la même chose. Tu peux aller jusqu'à la production comme tu peux monnayer ton projet. Puis j'imagine aussi, quand tu choisis un penny stock, un petit peu pour faire un parallèle, tu regardes comme si tu achetais une maison, tu regardes le voisinage. Tu sais, si une compagnie, un penny stock, s'est installé une mine, puis il n'y a personne autour, ben
les chansons qu'il n'a pas trouvé, il a pas trouvé Eldorado à lui tout seul. Ben, ça pourrait arriver. Ça pourrait. Mais... faut toujours être avant-gardiste. Puis ça, je vais prêcher pour ma paroisse en ce moment. Quand on a commencé en 2012, il y avait en Gaspésie probablement nous qui étions actifs, puis il y avait une autre compagnie qui détenait un autre projet. Puis on n'avait pas personne. Il y a 2 ans, SOCEM a décidé de revenir. SOCEM, qui est le bras d'exploration du gouvernement provincial, a décidé de revenir en Gaspésie. Ils ont ramassé des claims, ils sont venus travailler. Là, je ne peux pas vous dire ce qui se passe chez SOCEM, parce que je ne suis pas au courant, mais je sais qu'il y a eu un changement de management. Là, je ne sais pas c'est quoi leur intention en Gaspésie. Sauf que nous, on a fait une campagne de forage sur une zone aurifère l'année dernière. On a sorti notre communiqué de presse au mois de juillet-août. Puis, à partir de là, je peux vous dire qu'on a vu une panoplie de gens commencer à claimer alentour de nous autres. Ça veut dire que, bon, on a commencé peut-être à démontrer de l'intérêt pour que d'autres personnes viennent travailler dans le secteur de la Gaspésie. Il y a énormément de gens, depuis le mois de novembre, il y a énormément de compagnies qui ont ramassé des claims en Gaspésie. Ça devient de plus en plus un point d'intérêt, c'est la Gaspésie. Il faut penser que l'Abitibi, la Côte-Nord, la région de la baie James est accaparée en ce moment. Je te dirais que probablement 80% des claims disponibles sont déjà pris. Fait que c'est sûr que là, les gens commencent à bouger vers un autre secteur qui serait propice, justement, là, à des nouvelles découvertes. Fait que c'est un peu ce qui se passe. Là. Puis, dernière question avant qu'on termine l'entrevue. Qu'est-ce que tu aimerais si je te disais, OK, donne-moi un glimpse, si tu es capable de 5 ans, c'est quoi ton projet dans 5 ans? Est-ce que tu le vois? Puis, il y a beaucoup de spéculation quand on dit toujours ça, cette question-là, où tu te vois dans 5 ans. Mais si tu veux, on peut le faire dans 24 mois. Bien, c'est difficile compagnie comme nous, c'est difficile de dire où on en sera dans 5 ans. Moi, c'est sûr que je suis plutôt du genre optimiste. Suite à une découverte, mettons, au courant de l'été, on pourrait planifier probablement qu'en 2023, on va avancer le projet beaucoup plus rapidement. Puis tout marche avec les investisseurs qui vont acheter dans le marché versus les investisseurs qui vont nous financer. Mais ça, c'est une question intéressante. Quelle sorte d'investisseurs que tu cherches? En général, c'est un mix, j'imagine, de retail, monsieur, madame, tout le monde, et des investisseurs à plus grande envergure, c'est sûr. Bien, je dirais en ce moment, on a une bonne assiette, un bon partage d'assiette. Si je regarde, j'ai un actionnaire européen qui détient 17,4% de la compagnie en ce moment. J'ai un actionnaire de Saskatoon qui était l'actionnaire majoritaire pendant des années de temps, qui est encore en arrière de moi, qui est sur le conseil d'administration avec moi. C'est un fonds de Saskatoon. Ils sont à 10,4%. Fait que tu regardes, bon, il y a deux gros joueurs. Ensuite, tu regardes au niveau du management, c'est quoi leur position au management? Tu sais, quand les gens se mettent au bâton, ça veut dire qu'ils croient énormément qu'il y a des possibilités en cours de route qu'il se passe quelque chose. Fait que, au niveau du management, je peux vous dire qu'on a 22% qu'on détient de la compagnie. 17, 10, 22. Fait qu'on est dans ces eaux-là. Puis après ça, moi, c'est sûr que tu vas toujours avoir des investisseurs que c'est peut-être un mois, peut-être 3 jours, peut-être 4 jours. Ça, on ne peut pas calculer les investisseurs au niveau du marché du détail. Mais c'est sûr que quand je fais mes présentations, ce que je recherche le plus souvent, c'est des gens qui vont regarder l'histoire, mais qui vont regarder l'histoire sur une période de 1 an. On ne peut pas faire je ne peux pas rentrer sur la propriété, mettons, première semaine de juin, puis sortir un communiqué de presse 3e semaine de juin en disant que « Hey, bye, je viens de frapper,
Il y a toujours les délais, il y a les laboratoires, on est à la merci de tout ça. Mais la chose qui est sûre, si une personne rentre dans un stock, pas juste le mien, si tu rentres dans un stock avec une idée dans ta tête, je m'en vais là pour 1 an ou je m'en vais là pour 2 ans. C'est là que les gens vont probablement en profiter le plus. Tu sais, des flips de trading, dans le secteur minier, c'est un peu plus difficile. À moins que quelqu'un ait réellement de l'information privilégiée, là, mais ça, encore là, c'est pas légal. Fait que si moi, j'étais comme un investisseur néophyte, je pourrais arriver à ta compagnie, suivant ma logique suivante, dire, moi, je suis un peu plus les métaux, les ressources naturelles. Je regarde, donc, l'or, c'est plus achetable. À moins que, tu sais, l'argent... L'or est plus achetable si tu achètes de l'or physique. Mais sauf que si je regarde les titres miniers, autant les majeurs, parce que dans le marché boursier, surtout dans le secteur des ressources, tu as toujours des échelles. La première échelle, c'est le prix de l'or. Le prix de l'or monte, tout le monde vient le gros sourire, puis là, ça s'excite. Mais la prochaine étape, là, c'est qu'il faut que les majeurs, les Agnico Eagle de ce monde, les Barrick, les Newmont, il faut qu'eux autres aussi commencent à bouger vers le haut. Il faut qu'ils suivent la tendance de l'or, ce qui commence à se faire. Après ça, tu as les juniors producteurs, qu'eux autres vont monter. Après ça, tu as les explorateurs qui sont un peu plus en avance. Eux autres vont commencer à bouger. Puis après ça, tu as les juniors qui vont commencer à bouger. C'est sûr que ça dépend de ta stratégie de portefeuille. Puis aussi, ben, tu sais, si moi je pense, tu sais, comme on va prendre le cuivre comme exemple, dire, OK, je trouve le cuivre intéressant, mais la commodité, là, je regarde un gros producteur, et je me dis, ouais, mais par contre, si je tombe sur un junior comme 1844, je dis, ben là, je peux systématiquement aller plus loin avec, disons, mon 5 000 ou mon 10 000 ou mon 15 000 que j'irais acheter la commodité ou un plus gros producteur. Puis en même temps, peut-être d'une manière plus, on va dire, ben, encourageante dans le sens que on oublie tout le temps, mais ça, c'est des PME québécoises. Comme peut-être une PME, c'est encourager le fameux produit local. Ben, c'est ça. Fait qu'à place d'aller acheter des plus gros, qui sont des fois trop internationales, ben, je peux encourager ma communauté, encourager des compagnies au Québec en achetant une compagnie comme toi. Puis c'est pas un gros risque nécessairement sur mon portefeuille. Non, c'est pas, comme j'ai dit tantôt, si tu as calculé ton risque au niveau, le management est bon, la propriété est propice et la structure de capital est correcte, ton risque, oui, tu as toujours un risque. Demain matin, on peut avoir 2 guerres, 3 guerres, 4 guerres, puis on vient tout de changer. Simplement, ton nouveau char, il part pas. C'est un risque. Fait que, oui, tu as toujours un risque. Mais si tu mets 5 000 ou 10 000, ou dépendamment là, de la capacité des investisseurs, si tu mets un certain montant d'argent, mais quand même, tu serais rendu dans 1 an, tu n'as peut-être pas fait 20 de rendement, mais ton stock, tu ne l'as pas perdu. Moi, comme je dis toujours au monde, des fois, ça peut descendre de 2 c'est pas le temps de paniquer pour vendre, parce que le 2 qui est à la baisse, si tu le vends, tu le récupéreras jamais. Parce que là, tu vas te mettre à t'exciter, tu vas vouloir acheter d'autres choses pour refaire ton argent. En tout cas, c'est complexe. Mais sauf que si tu investis justement dans une compagnie d'exploration minière, puis je parle pas juste de la mienne, là, je parle en général. Si tu fais l'acquisition de stock, mettons à 6 sous, 7 sous, 8 sous, puis dans une compagnie qui est en exploration. Mais si cette compagnie-là fait une découverte et que le secteur est propice, puis que ton stock s'en va à 40, 50, 60 sous, tu viens de faire 10, 15, 20, 25 fois, puis j'ai déjà vu des fois 100 fois ta mise. C'est toujours la question de la patience. C'est sûr que si tu n'es pas tolérant au risque, tu n'achètes pas dans ce secteur. Tu achètes des blue chips, puis tu achètes des banques. Mais ton rendement ne sera pas le même. Dans une stratégie de portefeuille,
Je ne suis pas courtier, mais dans une stratégie de portefeuille, si tu as 1 million dans ton investissement, tu ne mettras pas 1 million dans des stocks spéculatifs. Tu vas acheter des commodités, tu vas acheter toutes sortes de choses, mais tu vas toujours te garder une portion de 5 à 10 de ton portefeuille pour être capable de faire de la spéculation. Parce que le upside de ta spéculation, c'est ce qui te donne du rendement dans ton portefeuille. Oh, et puis honnêtement, pour faire revenir à une analogie au sport, quand tu regardes le football, ben, c'est toujours plus intéressant de miser sur le wild card parce que c'est le wild card. Puis il y a un côté intéressant là-dedans, mais il faut aussi avoir de la patience. Puis de la patience, honnêtement, moi, je ne veux pas donner des conseils, je ne peux pas faire ça, mais je vais te dire, si tu es prêt à investir dans un penny stock parce que tu crois l'histoire, tu aimes le management, tu as fait ton travail, tu as fait ton due diligence, bien, tu mets ton pourcentage d'argent que tu te sens confortable, puis après ça, tu l'oublies. Là, tu te dis, écoute, puis tu le checkes une fois de temps en temps, parce que ça ne vaut pas la peine de checker ça tous les jours, tu vas te rendre fou. Non, c'est ça. Puis, j'ai toujours dit aussi, moi, tu me parlais tantôt de mon actionnariat, puis ce que je regarde au niveau des investisseurs dans le marché du détail. Si une personne rentre dans sa mentalité et dit « Moi, je prends une position dans la compagnie on donne un exemple, j'achète 50 000 parts de telle compagnie, ou mettons de EFF. J'achète 50 000 parts, puis mettons qu'on annonce une découverte, puis que le stock passe de 8 sous à 25 sous. Je suis content quand mes actionnaires m'appellent, j'ai fait de l'argent, j'en ai vendu la moitié de ma position. Tu sais, je me dis, au moins les gens ont fait de l'argent. Ils vont se souvenir qu'ils n'ont pas eu un malheur avec ma compagnie, ils ont eu du succès. Le but de ça, c'est que les gens aient du succès. C'est juste ça. Ben écoute, merci beaucoup Sylvain Laberge de Ressources 1844 d'être venu avec nous pour nous parler un petit peu beaucoup de votre compagnie, de l'industrie, du secteur, puis nous éduquer un peu sur l'historique aussi de la Gaspésie. Fait que vraiment apprécié. Plaisir, Jean-Michel, puis n'importe quand. Super.